Salut à tous. Alors aujourd'hui, on est très content d'accueillir Noah, donc Noah Young, qui est donc secrétaire au syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo. C'est ça. Et donc qui mène des luttes depuis plusieurs années et notamment des luttes qui s'intensifient dans ce secteur depuis plusieurs mois. Avec aujourd'hui même, donc ce 13 février, la première grève nationale qui a été lancée dans l'industrie du jeu vidéo, à l'appel justement du STJV, donc le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo. Alors Noah, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi avez-vous décidé de lancer cette journée de grève aujourd'hui et quels étaient les enjeux de cette grève? Bien sûr, déjà bonjour, merci de me recevoir. En gros, cette idée de la grève générale 2025, donc la GG25 comme on l'appelle, est venue, je dirais, à notre dernière assemblée générale en tant que syndicat, où on a fait le constat en fait de problèmes systémiques dans l'industrie du jeu vidéo, que ce soit les conditions de travail, la mauvaise répartition de la richesse produite, du fait que les patrons ont tendance à prendre des directions qui ne fonctionnent pas et qui mettent les projets dans le mur, ce qui amène à des plans de licenciement, comme on a pu le voir à Dontnod par exemple ces derniers mois. Et du coup, en fait, c'était en mai ou en juin 2024, on a cette assemblée générale, on en a discuté, on a voté une orientation générale pour dire que on voulait mettre en place une grève générale dans le jeu vidéo. À partir de là, on a pris toutes nos sections syndicales, les délégués syndicaux divers et variés de ces sections, pour se retrouver, commencer à faire le travail en fait avec la base d'adhérents et d'adhérentes, pour aller voir ok, quelles sont les choses qui tiennent à cœur les gens, s'assurer qu'on ait des revendications communes, qui soient comprises en fait par tout le monde et acceptées par tout le monde. Donc on a commencé ce travail-là, et ensuite, une fois qu'on avait une meilleure vision de ce qu'on voulait pousser pour le jour même, on a en gros créé une commission interne au syndicat pour l'organisation de la grève générale, donc qui s'est occupée de tout ce qui était communication, conférence de presse, qui était aussi notre première, donc c'était le 16 janvier si je dis pas de bêtises, de tous les visuels, tous les trucs qui allaient autour, la logistique locale, parce que du coup c'était à travers toute la France, donc surtout dans les capitales du jeu vidéo, c'est-à-dire Paris, mais on a aussi Lyon, Bordeaux, Montpellier, qui sont les plus grosses villes, tout ça, mais on avait aussi des gens à Rennes, à Angoulême, du côté de l'Engmin, donc qui est une école publique pour le coup du jeu vidéo. Du coup, on avait fait un peu tout ce travail-là de préparation. On a choisi le 13 février parce que déjà ça collait pas mal au calendrier social de beaucoup d'entreprises. Donc les négociations annuelles obligatoires, les NAO, ont tendance à arriver dans ces eaux-là. Donc on se disait qu'en plus, ça ferait écho à des revendications sur le terrain à tous les endroits. C'est aussi un côté un peu traditionnel, on va dire, dans le syndicat, parce qu'en fait, à l'époque, en 2018, Eugène System était rentré en grève pendant, je crois, un mois et demi. Et ça avait commencé le 14 février. Du coup, il y avait cette idée de aussi répéter cette date, qui est une date un peu historique pour notre syndicat, pour créer encore plus l'histoire aujourd'hui, en faisant la première grève générale dans le jeu vidéo en France. Et il se trouve que ça a eu aussi écho dans d'autres pays. Il y a eu des camarades à Milan, donc en Italie, qui ont rejoint le mouvement aussi, et en Espagne, à Barcelone aussi. Donc voilà, on s'y attendait pas, c'était pas forcément prévu, cette internationalisation du mouvement, mais ça nous fait extrêmement plaisir, et puis ça montre aussi que il y a des problématiques communes qui sont rencontrées. Alors c'était quoi vos principales revendications? Et justement, clairement, parfaite transition, j'allais y venir. Dans les revendications principales, alors je ne veux pas te dire de bêtises, on avait la question de la répartition de ce qu'on produit. Donc en gros, c'est l'industrie culturelle la plus lucrative au monde. Tout simplement, très loin devant le ciné, le livre, tout ce que vous voulez, y compris en France, on produit énormément dans le jeu vidéo, qui par ailleurs est subventionné d'argent public sans critères particulièrement précis d'allocation, ce qui est une chose qu'on remet un peu en question. Et du coup,
Par contre, les salaires sont beaucoup plus bas qu'il le faudrait pour des gens qui ont des bac plus 5, des longues années d'études, souvent très chères dans des écoles privées. Alors, loin de nous dire qu'il faudrait absolument être mieux payé que des ouvriers, hein, mais disons qu'il y a quand même une mauvaise valorisation de l'expérience et de l'éducation qui a pu, enfin du travail préparatif, surtout au vu de la richesse qu'on produit. En fait, c'est ça. Et ce qui est particulièrement frustrant, c'est que on va produire toute cette richesse, voir nos patrons en profiter, et quand ça va pas et qu'ils font un peu moins d'argent, on est la variable d'ajustement et il y a des licenciements, etc. Dans le monde, alors pas en France c'est arrivé plus récemment. Mais dans le monde, ça fait depuis 3 ans en fait qu'il y a des vagues de licenciements dans le jeu vidéo. Globalement, c'est l'effet post-Covid. Genre ça a commencé avec en 2022 9500 licenciements, en 2023 10 500 et en 2024 on était à 14 000, 15 000 licenciements. Donc une vague très très forte de licenciements dans le monde qui commence à toucher la France. Il y a en effet un effet post-Covid, dans le sens où les gens vont peut-être moins consommer du jeu vidéo. C'est aussi un effet de l'appauvrissement des populations en général. Le jeu vidéo n'est pas une denrée de première nécessité. Des fois, on doit le rappeler au patron que quand les gens ont le choix entre manger et jouer, ils vont choisir manger en général. Du coup, il n'y a pas forcément une compréhension de ces marchés qui vont se réduire et qui deviennent plus bourgeois dans un sens culturel plutôt. Et d'accès à cette culture. Mais du coup, certes, il y a une légère contraction du marché, mais pas suffisamment au point de justifier en fait ces licenciements-là. C'est plus ils sont plus très contents que leurs investissements aient des taux de profit qui soient un peu plus faibles. Donc, comme d'habitude, on coupe dans la masse. Donc ça, c'est un des premiers points de revendication. Un autre point de revendication, c'est question de conditions de travail. Il y a régulièrement en fait les gens sont poussés à surtravailler, à travailler de longues heures, s'investir énormément dans le travail. Il y a un peu le côté de la passion qui vient inciter les gens à faire ça, c'est le côté métier passion. Ah oui, il faut se mettre à fond dedans. Et du coup, nous on demande la réorganisation du temps de réduction du temps de travail pour une semaine de 4 jours, 28 heures de travail. Voilà, vraiment assainir le temps de production. On n'a pas besoin de bosser plus si on a une meilleure rationalisation de la gestion des productions. Qui est l'autre problème dans les conditions de travail, ce sont les décisions de gestion du patronat qui sont souvent très catastrophiques en fait. Ils vont venir ingérer dans le travail créatif et le travail de production qu'on mène avec des idées à la dernière seconde. En gros, c'est le cliché, c'est le patron qui a joué à un jeu qui est sorti le week-end et qui vient et qui dit j'ai une super idée, il faut qu'on fasse ça, qui va complètement à l'encontre de ce qui a été produit avant et du coup qui demande de bosser énormément. Pour prendre une analogie, on a des projets qui sont de 3, 4, 5, voire plus d'années avant d'être finis. Un peu comme un bâtiment par exemple que tu peux construire. Faut imaginer le patron qui arrive après qu'il y ait toutes les fondations de mise, on a construit plein d'étages, tout est presque fait, il fait j'aimerais rajouter 50 étages et en fait les fenêtres elles seront pas bleues, elles seront vertes. Ça serait inconcevable. Ça serait inconcevable, ça veut dire qu'il faut tout recommencer. On a ça régulièrement en fait et du coup c'est nous qui payons encore une fois les pots cassés. Par énormément d'heures supplémentaires qui sont pas payées en général. C'est ça, il peut y avoir ce genre de culture-là, même si du coup depuis qu'on s'est implanté, on combat beaucoup ces habitudes-là et en fait ces réflexes que les gens ont pu apprendre et le côté où c'est un peu aussi... on l'apprend aussi entre guillemets aux étudiants et aux étudiantes dans les écoles parce qu'on leur met des conditions très très dures. Ils vont bosser beaucoup et donc en fait la seule manière de tirer son épingle du jeu c'est vraiment de bosser tout le temps et du coup ça normalise un peu ce comportement là pour quand ils arrivent sur le marché du travail. S'ils arrivent à trouver un premier emploi déjà on leur fait comprendre qu'ils devraient être très contents de bosser dans le milieu donc prends ton SMIC et ferme ta gueule. Parce qu'il y a des endroits où ça paye au SMIC. Et derrière ils sont là à se détruire la santé pour pas grand chose et ils voient jamais le revers. Il n'y a pas vraiment de récompense à ce sacrifice là. Et le patronat du jeu vidéo a pour habitude de
En fait, ça essore toutes ces générations-là qui rentrent, et on se rend compte que l'âge plafond, on va dire, de la majorité des gens, c'est 35 ans. Pour référence, c'est une industrie qui existe depuis les années 80. A priori, on devrait voir beaucoup de départs à la retraite, c'est quelque chose qui n'arrive jamais, ou presque jamais. Et il y a beaucoup de turnover, quoi. C'est ça, il y a un turnover. Les gens sont lessivés. Et puis, les gens, ils en peuvent plus, ils font des burn-out, ils se cassent, enfin, sans même parler et rentrer dans les questions de problématiques d'harcèlement, de choses comme ça qui peuvent exister et qui sont très violents en fait pour les gens, quoi. La gestion globale est catastrophique. Une des autres revendications, c'était l'arrêt des licenciements, enfin des plans de licenciement qui peuvent avoir lieu. Donc bien évidemment, il y a celui de Dontnod, les 69 postes qui étaient indiqués comme avec le projet de les couper. Alors, j'ai pas encore les détails, mais apparemment, ça approche potentiellement d'un accord, mais on pourra peut-être en parler. Et j'ai pas envie de trop parler à leur place non plus, parce que c'est en cours. Il y a eu, je crois que c'était Miklo Studio qui a fermé, enfin voilà, il y a quand même des studios qui ont fermé. Dans l'ensemble, il y a aussi genre un arrêt des recrutements, donc même s'il n'y a pas forcément des gros licenciements, il y a des arrêts de recrutement, c'est le fameux terme de l'attrition naturelle à Ubisoft, où en gros on laisse les gens partir, on recrute plus, etc. Et donc on a toute cette masse d'étudiants et d'étudiantes qui arrivent sur le marché sans qu'il y ait de postes, en fait, de débouchés. Pour des gens qui payent, enfin en ce moment c'est genre 10 000 € l'année, tu vois, ça a vraiment monté depuis que moi j'ai fait mes études. Ouais, tu dépenses 40 000, 50 000 € et puis t'arrives et on dit, ah bah y a pas de taf. Bon, alors soit t'es bien né, soit t'as fait un prêt et t'es grave dans la merde. Donc la situation elle est assez grave. Et justement, du coup, la grève nationale donc, qui a eu lieu aujourd'hui, c'était un peu aussi l'aboutissement des nombreuses luttes qu'il y a eu cette année, enfin en 2024. Donc tu as parlé de Dontnod, donc qui est un des fleurons de l'industrie du jeu vidéo, qui avait annoncé mi-octobre qu'un cinquième des postes pourrait être supprimé. C'est ça. Le 15 octobre dernier, il y a aussi les salariés d'Ubisoft qui sont entrés en grève pour 3 jours. Et il y a eu un nouvel appel à la grève chez Dontnod le 22 novembre. Alors, est-ce que tu peux nous préciser un peu où en sont ces luttes-là contre les licenciements et quel bilan tu peux en tirer? Bien sûr. Alors il y a aussi d'autres luttes dont j'aimerais un peu parler. En plus, il y a eu des grèves du côté de Spiders et Kiloton. Donc ils sont des membres du groupe Nikon. Qui ont beaucoup tourné autour des conditions de travail. Enfin, tous ces trucs-là sont systémiques, donc ça va se retrouver dans à peu près toutes les luttes du secteur, mais aussi parce qu'il y avait aucune ouverture au dialogue social, où genre les directions ont tendance à refuser de négocier, ou quand elles s'assoient à la table de négociation, c'est de l'apparat, et en vrai, c'est pas vraiment des négociations, souvent sans donner les informations nécessaires pour conduire de bonnes négociations. Enfin, voilà, c'est globalement une catastrophe la gestion de ces éléments-là, comme leur gestion partout ailleurs. Du coup, bon, il y a ça qui avait beaucoup, il y avait eu ces luttes-là qui sont toujours en cours. Il y a des procédures qui peuvent être en cours ou qui le seront. Côté Dontnod, donc il y a eu des grosses grèves en effet. Contre le plan de licenciement. Ils sont à la table de négociation avec le patronat de Dontnod. Rien n'a encore été fait, donc on appelle à la prudence, on va dire, de notre côté. On va voir ce que les semaines qui viennent nous réservent. Il y a un espoir quand même que les luttes aient payé à Dontnod. À Ubisoft, clairement la situation est assez violente aussi. Donc pour rappel, ce qui s'est passé, c'est que ils sont revenus sur le télétravail. Donc en fait, ils ont dit en fait, il y aura plus de télétravail, ou alors il y aura que 2 jours de télétravail par semaine. Je me souviens plus exactement. Mais alors je sais que ça peut paraître un peu déconnecté du réel pour certaines personnes qui vont se dire bah oui, c'est normal d'aller bosser au bureau et tout. Je suis assez d'accord pour ma part, mais en fait le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'ils avaient laissé à plein de gens la possibilité d'aller s'installer ailleurs en France,
en faisant du télétravail à 100%, et que du coup en fait ces personnes-là se retrouvent à l'autre bout de la France et on leur dit globalement bah rentre à Paris ou rentre à tel endroit, sinon bah t'es viré quoi. Et ça c'est pas acceptable, on peut pas genre laisser les gens s'installer, faire leur vie quelque part et puis leur dire bah non en fait. Et c'est surtout ça qui pose problème quoi. Et pareil, pas d'ouverture à la discussion sur cet élément-là avec nos syndicats. Et pour le coup à Ubisoft, il y a une présence intersyndicale. Par exemple, elle nous a rejoint aujourd'hui Solidaire Informatique Jeux Vidéo, qui avait un délégué syndical qui a pris la parole lors de la grève générale. Voilà, enfin il y a quand même des liens assez forts avec les autres syndicats en place. Et tout le monde est sur le cul, on va dire, de comment c'est géré en face. Très peu d'écoute des représentants du personnel, voilà. Donc il y a eu ces premiers jours de grève qui ont permis d'attirer, poser la lumière dessus. Mais c'est pas fini et loin d'être fini à Ubisoft. Après, je veux pas trop parler, voilà, parce que je connais pas forcément tous les détails du local. Hein, c'est les camarades sur place qui en savent le plus. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ces luttes-là, et donc pour répondre à la partie quel bilan en tirer, c'est que ces luttes-là fédèrent. Même quand il y a un échec, ou en tout cas que ça aboutit pas immédiatement à une victoire écrasante, ce qui en vrai est très difficile à faire, hein, ça montre qu'il y a une organisation, qu'on se laisse pas faire, en fait, qu'on se fait entendre. Donc pour moi, le bilan est globalement très positif. Il y a des endroits où clairement ça amène à des victoires, qui sont pas forcément... ouais, comme je disais, éclatante quoi, parce que c'est des fois, enfin c'est chiant le droit du travail entre guillemets, tu vois, c'est beaucoup de trucs techniques, tout ça, enfin c'est des longues périodes, etc. Mais la vérité c'est que ça permet d'améliorer les conditions des gens qui sont dans ces entreprises-là. On a vu hein, à Dontnod, il y a eu beaucoup plus d'adhésion à Dontnod une fois qu'il y a eu les grèves qui se sont mis en place, que les gens se sont rendus compte, ok, en fait le syndicat, le CSE, ils font un taf monumental pour préserver nos emplois, pour pas qu'on se fasse écraser, et que si jamais il y a besoin de supprimer des emplois, qu'il y ait des accompagnements qui vont avec, des packages de rémunération, j'imagine, qui seraient bons. Enfin voilà, tous les trucs qui font que bah, s'il y a réellement nécessité de supprimer des emplois, que ça soit fait correctement et pas d'une manière sauvage, sans réflexion, et qui risque de laisser la boîte dans autant de merde qu'avant. Et en fait, à travers ces actions-là, ça montre que bah, on se laisse pas faire et ça donne un peu une voix aussi à notre classe, de dire bah en fait voilà, on est là, on va pas se laisser faire, on produit les jeux, traitez-nous correctement quoi. Donc le bilan pour moi il est positif et on va continuer à faire ce genre d'action, à en tirer des bilans supplémentaires, parce qu'à chaque fois il faut expérimenter, il faut voir ce qui marche pas, ce qui marche mieux et moins bien. Enfin, c'est quelque chose qui est assez granulaire en fait, hein, ce genre de lutte. C'est rarement genre victoire totale ou défaite totale, il y a toujours un entre-deux. Et il faut voir là où ça a marché, là où ça n'a pas marché, et à chaque fois apprendre pour... Je sais que je dis des trucs un peu génériques là, mais en fait c'est ce genre d'analyse-là qu'on essaye d'avoir pour structurer, et surtout de partager l'expérience au sein du syndicat. Où par exemple, moi je vais parler à Amplitude Studio, donc on a eu des négociations qui ont réussi sur pas mal d'aspects. Du coup, bah, on va en parler aux camarades, on va montrer, ok, voilà les documents qu'on a demandés, les choses qu'on a réussi à obtenir à travers diverses actions, etc. Et ça permet de constituer pour eux bah, justement cette base de dire, bah, en fait, là-bas, ils ont eu ça, pourquoi vous ne nous filez pas ça et donc c'est le genre de truc qui marche bien. Alors donc, toi, tu es secrétaire au STJV, donc syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo. Alors c'est un syndicat qui est récent, qui est né en 2017. Ouais. Et c'est le premier syndicat qui est consacré exclusivement au secteur du jeu vidéo. Alors est-ce que tu peux nous dire pourquoi il a été créé, pourquoi l'avez-vous créé, et pourquoi un nouveau syndicat spécifiquement dans le secteur? En gros, la situation dans le jeu vidéo social, il y a, donc ça va faire plus de 8 ans, ça rajeunit pas, hein. C'était que bah, c'était un désert syndical. Enfin, il y avait
un ou deux endroits avec peut-être genre une petite branche, tu vois, de genre la CGT qui est un peu là, il y a peut-être Solidaire qui est un peu là. Genre vraiment, je crois que j'ai 2 exemples en tête d'entreprises. Et c'est très très minoritaire. Mais dans l'ensemble, désert syndical, il n'y a pas voix d'expression des salariés. La représentation du personnel, ça dépendait vachement et c'était pas forcément très structuré. Donc on pouvait avoir des fois des trucs très en accointance avec les patrons, ce genre de choses. Bon, le constat qu'on a fait, c'est il n'y a rien, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Pourquoi faire indépendant? Parce que ça c'est la grosse question. Pourquoi pas se rattacher à une grosse centrale ou un truc un peu, très solide? Et puis nous on a un respect absolu pour nos prédécesseurs, hein, tu vois, dans le milieu syndical. On a beaucoup appris aussi de voir comment ça a été fait dans d'autres secteurs avant nous. Hein. On aime beaucoup l'histoire, on va lire l'histoire et on va s'en inspirer. Mais en fait ce qu'on se rend compte, c'est que ce qu'on se rendait compte à l'époque, c'est que les gens avaient une méfiance des syndicats plus traditionnels, où voir un gros logo CGT, ça faisait peur, ce genre de choses, et qui avaient déjà essayé de s'implanter à plusieurs endroits, mais qui n'y arrivaient pas. Et on s'est dit, en fait, si on fait un truc où c'est vraiment genre la base, les gens qui font les jeux, qui font le syndicat, tout de suite ça parle plus aux gens, quoi. Parce que tu peux dire, oui, je connais ton métier, tel métier, parce qu'on a tellement de métiers, de spécificités que ça peut être assez complexe. Mais du coup, ça permet d'avoir des gens qui connaissent vraiment le truc, avoir une image qui est plus acceptable, qui fait moins les clichés du syndicaliste au chasuble rouge, etc. Même si on les adore. Hein. mais du coup, voilà, il y avait ce côté-là. On savait que les collègues, ça pouvait potentiellement les détourner, alors que c'était absolument dans leur intérêt. Donc on a voulu créer cette image plus indépendante, qui est indépendante, on est toujours rattaché à aucune centrale. Hein. Et du coup, on l'a créé de là. Et c'était quoi la reste de ta question? Parce que c'était pourquoi un nouveau syndicat? Ouais, pourquoi je pense que ça y répond. On avait besoin, au vu des conditions de travail qui étaient particulièrement déplorables, ou au niveau, justement le crunch, tout ça, c'était un vrai souci. Les gens n'étaient pas au courant de leurs droits les plus basiques de travail. Le constat est le même, on va dire, qu'aujourd'hui, même si l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est on en parle beaucoup plus, on a des sections et des CSE qui font le travail dans les entreprises, et du coup on arrive à améliorer les conditions de travail des gens à travers l'industrie. Mais ouais, voilà, c'était ça le besoin. L'indépendance, c'est parce que ça permettait de parler plus, et je pense que le pari a réussi, quoi. Du coup, votre syndicat il s'est développé très vite. Ouais. Donc en 2023, vous aviez 15 sections syndicales, si je me trompe pas. Donc dans des studios parmi les plus importants en France, comme Ubisoft, Ankama, j'ai noté, Dontnod ou Quantic Dream. Ouais. Et vous avez publié une enquête sur les conditions de travail dans le secteur. Le baromètre en 2022 ou 2023, un truc comme ça. Ouais. Ok. Alors comment expliques-tu donc ce développement très rapide et important de votre syndicat? Il y avait un besoin, tu vois, donc c'est un peu l'appel d'air, quoi. En gros, il y avait un besoin, on est arrivé, on a parlé des trucs, ça parlait aux gens parce que justement on avait ce côté indépendant et notre image à nous, un peu orientée jeux vidéo, notre logo, le T est doublé et ressemble au truc sur le gamepad, tu vois, la croix directionnelle du gamepad. Tu sais, il y a toute une esthétique qu'on a qui permet aussi aux gens de s'y identifier plus facilement. On parle comme les gens qui bossent dans le jeu vidéo parce qu'on bosse dans le jeu vidéo. Tous ces trucs-là, ça permet déjà d'être entendable. Et derrière, il y avait ce besoin et tout le travail aussi qu'on a mené, hein, parce qu'au début, donc c'était une petite cinquantaine. Aujourd'hui, on est pas loin de 1000 adhérents et adhérentes. Donc c'est en 8 ans, c'est une croissance qui est très forte. Et en fait, ça vient d'où? Ça vient du fait que partout là où on est, on travaille par l'exemple, entre guillemets. C'est dans le sens où si quelqu'un a un problème, on va l'aider. On va pas se poser la question, on aide la personne, on va le faire le mieux possible. Les gens s'en souviennent, les gens ils voient, ok, on m'a aidé à ce moment-là, ok, c'est des gens qui sont bien, quoi, ils sont là pour moi. On va être exemplaire quand on mène des négociations, on va toujours essayer d'impliquer le personnel le plus possible. On a ces approches collectives qui viennent de la base, qui aident et qui sont concrètes, on fait le taf. Et les gens le voient et ils rejoignent parce qu'ils se disent ok, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Donc on essaye de les former, on essaye
de créer en fait des gens qui sont capables de s'emparer des sujets, et on pousse les gens à s'emparer des sujets qui sont pourtant complexes, hein, droit du travail, les questions juridiques, tout ça. Mais justement, on essaie de les armer avec ce qu'il faut. Alors pas encore des armes, hein, mais mais enfin voilà, d'outils conceptuels, d'outils syndicaux qui permettent derrière qui fassent leur truc dans leur entreprise et qu'ils arrivent à se battre pour leurs droits. Et il y a un côté où en faisant ça, même quand on gagne pas forcément, on regagne de notre dignité. Plutôt que de se faire écraser au taf tous les jours par le patron qui te considère mal, machin. Soudainement, on est là à dire, bah en fait, non, je crée tes jeux, respecte-moi, quoi. Et je pense que ça, c'est un truc qui faut pas sous-estimer, en fait. C'est ce côté de reprendre un peu le contrôle de sa vie, en fait, de sa vie, son futur, et voilà. Et on porte aussi une vision sociale, je pense, très collective, qui doit parler, je pense, aux gens surtout dans un milieu où voilà, tous les jeux sont créés par des équipes, ça se fait pas tout seul dans son coin. Il y a ce travail collectif, et je pense qu'il y a aussi ça peut-être qui doit aider à une propagation de l'idée que bah oui, le collectif c'est intéressant, et du coup ça parle aux gens. Donc tu disais qu'après 7 ou 8 ans d'existence, vous êtes à peu près 1000 adhérents. C'est ça. Sur un secteur qui compte combien de personnes à peu près? En France, on est entre 10 et 14 000 personnes. Okay. Donc on est sur des taux de syndicalisation qui sont très bons en vrai, hein, par rapport au privé. Donc vraiment vous êtes le plus gros syndicat dans le secteur. Oui, on est majoritaire de très loin a priori. Et alors comment votre jeune syndicat fonctionne, et comment il a réussi à se structurer au point de lancer justement cette grève nationale dont on a parlé? Bah en fait, alors comment il fonctionne? La base de fonctionnement de notre syndicat, c'est les commissions. Donc on a des commissions en interne qui sont créées et validées donc par le comité d'animation, qui est une sorte de conseil constitutionnel, on va dire, du syndicat, qui s'assure juste que tout soit en règle avec nos statuts. Donc ces commissions-là portent sur un objet de travail. Donc il y a la commission communication publique, par exemple, qui va gérer tout ce qui est de la communication publique, comme son nom l'indique. Et comme je disais plus tôt, on a créé une commission grève générale 2025, justement pour ce sujet-là précisément, qui a priori, une fois que le travail sera fini, pourra plier bagage et ça sera off. Du coup, en fait, voilà, on a tout un ensemble de commissions différentes qui vont traiter de sujets différents. Le soutien et l'accompagnement juridique en est une, par exemple, une commission très importante au sein du syndicat, parce que c'est elle qui va, en gros, récupérer tous les gens qui viennent nous voir pour de l'aide, qui vont venir et qui vont être souvent en souffrance, qui ne savent pas quoi faire, et nous, on est là pour leur apporter des conseils, les mettre en relation avec des avocats et des avocates, faire le travail en fait de défense de leurs intérêts. Donc il y a cette commission-là, voilà. Donc on a un panel de commissions très large qui vont traiter de plein de sujets. C'est comme ça qu'on s'organise. Les gens sont libres de rentrer et de sortir des commissions. Il n'y a pas de filtre à l'entrée, c'est un choix individuel, de savoir là où on a envie de mettre sa force de travail, en gros. Ouais. L'idée, c'est un peu qu'il y ait des formations à chaque fois pour s'approprier les choses. Ouais. Et tout ça, en gros, c'est un peu l'écosystème de travail. Après, au bout de 2 ans d'existence, on a pu avoir la possibilité de créer des sections syndicales. Parce qu'en gros, quand tu crées un syndicat, au début, tu peux pas créer de section, il faut attendre un certain moment, et ensuite tu peux. Une section, c'est de dire à l'entreprise, bonjour, on a une section chez vous, parce qu'on a au moins 2 adhérents. Bien sûr, ils peuvent pas demander lesquels, hein. S'ils sont pas contents, ils vont voir le juge. Mais non, mais c'est vraiment ça. Hein. Et ça nous est très rarement arrivé pour le coup. En général, les entreprises sont un peu genre, ah d'accord, bon, très bien. Et ça nous donne des outils en interne aux entreprises, où en gros on a la possibilité de nommer une personne représentante de section syndicale, qui du coup a ensuite accès à divers moyens de communication. Donc c'est un panneau d'affichage syndical, donc il y a clairement des questions hein, avec l'évolution du télétravail, tout ça, est-ce que c'est vraiment la meilleure méthode de communication, mais ça c'est lié à tout le droit syndical historique, où à une époque le panneau c'était très bien, parce que tout le monde rentrait au même endroit, tu badgeais, tu avais le panneau syndical, et voilà quoi. C'est vrai que c'est un peu moins efficace aujourd'hui, mais c'est un premier pas vers une sorte de côté institutionnalisé de la présence syndicale. Parfois c'est mieux qu'un mail que les gens lisent pas. Mais oui, ça dépend des cas. En fait, le truc qu'on se rend compte, c'est qu'il faut multiplier les vecteurs, quoi. Et c'est vrai que les panneaux, ça sert à avoir une présence visuelle. Derrière,
quand on a le droit d'envoyer des mails, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, parce que les patrons ont le choix de nous le donner ou pas, et en général ils disent non, parce que voilà, on va pas non plus commencer à nous donner les moyens de parler aux gens. Mais du coup, voilà, dès qu'on est en place, on peut aussi commencer à tracter, à communiquer, à faire tout ça. Et à partir de là, bah, souvent il y a des élections, il y a les CSE, donc qui sont en fait relativement récents. Hein. Je pense que ça a été mis en place en 2018, un truc comme ça, les premières élections au CSE. Parce qu'avant il y avait les CE, les délégués du personnel, il y avait tout un paquet les CHSCT, tout un paquet d'IRP, d'institutions représentatives du personnel, qui en fait ont été combinés en une sous les différentes réformes de Macron. Moins d'élus, moins d'heures, bien sûr, pour faire autant de travail. C'est toujours la logique. Mais du coup, on fait les élections, on commence à remplir ces trucs de représentants du personnel avec des gens sous liste, ce qui nous permet d'obtenir de la représentativité dans ces entreprises et de là nommer des délégués syndicaux. Ça ouvre aussi la porte aux négociations annuelles obligatoires. Donc qui sont un moment où l'entreprise doit négocier sur des sujets tous les ans. Donc ça porte sur la rémunération et la durée de travail d'un point. Il y a l'égalité professionnelle homme-femme et la qualité de vie et conditions de travail, qui est une deuxième négociation. Et une troisième, dans les entreprises suffisamment grandes, qui est la GPEC, je crois, c'est la gestion des parcours, des emplois et des compétences. Donc ça oblige des négociations, bien sûr, plus pourrait être mise en place avec des accords de méthode dans les entreprises et tout ça, mais bon, comme je l'ai dit plus tôt, notre patronat n'est pas très ouvert aux notions de dialogue social, aussi tiède que ce soit sous Macron. Du coup, bon, on a tous ces outils-là et ça permet d'avoir une présence dans les entreprises. Les sections regroupent les adhérents et les adhérentes de l'entreprise, qui s'organisent donc entre eux sur leur lieu de travail. Et derrière, bah, on se regroupe aussi un peu géographiquement avec des assemblées locales, qui a un côté un peu plus, on va dire, social en fait du truc, de se dire, ok, bah, les gens qui sont à peu près dans la même région, on peut se voir, se discuter et parler de nos problèmes et tout ça. Mais bon, là, le constat, c'est que les problématiques sont très similaires, quelle que soit la région, même s'il peut y avoir quelques particularités de temps en temps. Mais du coup, tous ces outils-là d'organisation nous permettent en fait, bah, aujourd'hui, de nous appuyer sur les sections pour aller parler aux individus en fait dans les entreprises et donc faire le travail de préparation locale et de la base et de faire remonter tout ça à travers les délégués syndicaux, etc., pour que ça vienne dans les commissions, en fait, dans le travail de commission. Ensuite, on a la possibilité de s'appuyer sur les assemblées locales pour tout ce qui est la gestion, bah, par exemple déclarer les manifestations en préfecture, ce genre de choses, enfin, etc. Là, il faut connaître les villes, il faut connaître les trucs, donc bah, les assemblées locales nous permettent de faire ça. Et les commissions, vu qu'elles sont nationales et pas locales, bah, ça nous permet d'avoir une coordination centralisée en fait de tout ça, où tout le monde peut quand même venir dans cette commission-là. Donc aura des gens qui vont être de partout en France, qui vont rentrer dans les commissions, bosser dessus, et en gros ça répartit derrière le taf. Ça nous permet en fait d'avoir une vision commune, construite ensemble, et de faire un front uni en fait à l'extérieur, tout en ayant tous nos débats en interne, tous nos désaccords et accords, enfin tous les trucs qui font vivre une organisation syndicale, politique, enfin voilà, toutes ces organes-là, c'est jamais, tout le monde n'est jamais d'accord, hein, mais du coup on peut se mettre d'accord, on a le temps de préparer ça ensemble. Au niveau national, ce qui est quand même, je pense, assez unique dans la structuration syndicale d'aujourd'hui, et ça nous permet d'avoir cette force de faire un truc d'un bloc très bien construit. Tout à l'heure, tu disais que le secteur du jeu vidéo était traversait une crise. Notamment suite à la période post-Covid où voilà, il y a peut-être un peu moins d'activité, de dynamisme, et tu disais que justement les travailleurs du secteur étaient la variable d'ajustement. Oui, que les profits étaient pas forcément moins importants, mais que en tout cas ça mais pas, ouais, c'est ça en fait, les profits ont peut-être baissé un peu, mais comme je disais, parce que oui, les gens ont moins accès, moins la capacité d'accéder au jeu, moins l'envie peut-être, enfin il y a plein de trucs qui vont jouer, mais c'est pas si peu important que, enfin ça reste encore une fois, là, ça génère des milliards et des milliards. Juste en France, hein, je crois.
pour, voilà, encore une fois, 10 à 14 000 personnes qui produisent. Donc, c'est des taux de rentabilité qui sont débiles. Hein. Franchement, les capitalistes du 19e siècle en rêveraient. Du coup, bon, le taux de profit baisse légèrement et soudainement, c'est bon, bah, ça devient dur, quoi. Mais donc, la plupart des conséquences se reportent, les patrons les reportent sur les salariés. C'est ça, c'est jamais les directions qui sont virées ou qui remettraient en cause leurs orientations stratégiques ou quoi que ce soit. C'est systématiquement le travailleur qui devra écoper. Il y a une année, je crois que c'est un des trucs qui avait créé la colère à Ubisoft, justement. C'était un mail de Yves Guillemot qui disait, grosso modo, je me souviens plus des termes exacts, mais qui disait en gros c'est la merde, mais la balle est dans votre camp, quoi, à vous de jouer, un truc comme ça, tu vois. Alors que ça faisait suite à leur décision, que les gens en local allaient contester et dire mais non, c'est pas la bonne approche, c'est pas le machin. Et ils disaient c'est à vous de voir et d'améliorer les choses en attendant attrition naturelle, machin. Et tu fais c'est se foutre de la gueule du monde, quoi, tu vois. Genre, nous on va dire mais attends, il y a un problème, on va dans le mur, on se prend le mur et là fais mieux, tu vois. C'est facile à dire, quoi. Et du coup, par rapport à cette crise, je me posais aussi la question que beaucoup de gens se posent, je pense, sur l'intelligence artificielle, qui arrive très vite et qui a des énormes impacts dans beaucoup de secteurs. Et du coup, dans le jeu vidéo, est-ce que l'arrivée de l'intelligence artificielle et son développement bouleverse le travail? Je suppose que oui, mais en vrai, ça fait déjà un moment, avant la bulle IA qui a commencé, parce que ça fait un moment, par exemple, il y a des outils de traduction automatique et qui ont progressivement réduit la valeur de la traduction, en fait, pour les traducteurs et traductrices. Et justement, on a relayé un appel de linguistes qui, à travers notre site, qui se sont joints à notre grève aujourd'hui, du jeu vidéo et tout ça, et qui disaient, en gros, le prix au mot est en train de baisser tellement que ça devient impossible, quoi. Je crois que c'est genre 8 centimes le mot, enfin c'est très très faible et ils ont beaucoup de mal à survivre face à l'apparition de l'IA qui pourtant, on pourrait se dire que si ça traduit automatiquement, c'est le même niveau de qualité. En fait, pas du tout. Ça va manquer beaucoup de nuances culturelles, de choses que tu fais. Donc on parle plus en vrai de localisation que de traduction, parce que la localisation, ça implique aussi cette réflexion autour de s'il y a une référence culturelle dans un texte en français, par exemple. Si par exemple un texte fait référence à Poutou, pour te prendre un exemple à la con, peut-être que ça va pas être compris dans un autre pays, donc il faut changer le nom pour que ça soit un politicien de gauche locale et tout de suite ça parlera aux gens plus facilement. Et ça, c'est des trucs que l'IA en tout cas ne réussira pas à l'heure actuelle. Donc ça, en vrai, ça fait déjà plusieurs années qu'il y a ce genre de problématique, mais c'est vrai qu'avec les IA génératives, LLM, etc., c'est en train d'être un vrai souci, et ça va poser de véritables problèmes. Nous, on est très contre le développement dans le jeu vidéo parce que on pense qu'il y a une vraie baisse de qualité, au-delà de la question des travails qui peuvent être perdus, et bien évidemment c'est un gros problème. Il y a une baisse de la qualité des jeux. Ça devient très générique, beaucoup moins intéressant, etc. Mais c'est un truc qu'on va voir à la fois dans l'image, dans le son, enfin voilà. Et souvent, on va dire que la première approche du patronat, ça va être de dire ah oui, c'est pour vous soulager dans votre travail, tu vois, comme ça vous serez plus efficace, et donc ça sera plus facile. Mais bon, on connaît la rengaine, elle a toujours existé. Et là où je peux entendre l'automatisation de certaines tâches très dangereuses de l'industrie, même si à l'époque c'était une tragédie de perdre des postes. Ça peut s'entendre de dire peut-être qu'on va pas miner à la main mais utiliser des machines, peut-être c'est un peu mieux. Là il n'y a pas de gain réel de qualité de vie, on est en train de créer des jeux vidéo, c'est des produits culturels. Pour beaucoup on aime quand même le processus de travail qu'on a. Ce qu'on n'aime pas, c'est les conditions dans lesquelles ça se fait. Et du coup on le voit venir, mais on pense que c'est dur à dire exactement comment ça va finir. Moi, je pense que la bulle IA dans l'ensemble va avoir tendance à éclater, parce qu'à un moment, on va se rendre compte que peut-être que des milliards et des milliards et des milliards d'investissements, c'est pas aussi rentable que ça, en fait. Mais je peux me tromper, visiblement, il y en a qui mettent vraiment des sommes incroyables dans l'IA.
Mais je pense qu'il y aura des impacts dans le jeu vidéo, il faudra voir à quel point nous on arrive aussi à s'opposer à ça. Mais je pense que pour beaucoup de productions, ça va créer une réduction de la qualité que, je l'espère, les joueurs et les joueuses verront et ne seront pas pour. Parce que c'est vrai qu'on a un peu toute cette dialectique avec aussi nos joueurs et nos joueuses, en tant que gens qui produisent de la culture. Nous, ça nous fait beaucoup de mal quand on voit par exemple un jeu sortir dans un état lamentable. Parce qu'on nous a trop pressé et que du coup il y a trop de bugs, il y a de machin, et de voir derrière la réception, tu vois. Et on pense que ça va rentrer un peu dans ces mêmes problématiques de créer des jeux mauvais, supprimer des emplois pour des gains qui sont pas ouf, quoi. Il y a un autre sujet dont tu me parlais, qui est la variété très importante de métiers dans le jeu vidéo, ça touche en fait plein de secteurs différents. Alors est-ce que tu peux nous dire, en gros, pas rapidement, mais tu as 3 heures devant toi. Non, mais je sais que c'est très complet, mais les différents métiers qui existent et qu'est-ce que ça implique en termes de difficultés d'organisation concrètement dans votre activité syndicale? Déjà, je pense que je peux faire un petit topo, une explication quand même de tous les métiers pour que les gens se rendent compte à quel point, en effet, c'est touffu. Je me suis même noté parce que, même moi qui bosse dedans, il y en a une certaine liste. Il y a d'un côté, la programmation, donc ça va être le développement logiciel en gros, mais il y a beaucoup de sous-secteurs du développement. On en a qu'on va appeler gameplay, donc orienté boucle de jeu, mécanique de jeu, etc. Qui vont se préoccuper surtout de ce genre de sujets, d'interface utilisateur, donc implémentation des interfaces, d'affichage de tout ça, IA, mais au sens IA jeu en fait, et pas IA, LLM, etc. comme on peut l'entendre. Le comportement des personnages dans le jeu, comment ils vont réagir aux actions du joueur ou de la joueuse. Les programmeurs moteurs, qui donc c'est les trucs qui font tourner les jeux, dans lesquels on va intégrer des outils machin, donc c'est un peu plus en background de ce qui tourne. Donc c'est quelque chose qui va jamais être vu en fait, ça se voit que c'est quand la ça marche structure pas. du jeu, quoi, on peut dire. Ça se voit quand ça marche pas parce que ça va y avoir un bug ou un truc. Mais globalement, c'est tout ce travail-là de faire en sorte que c'est possible de mettre des personnages, des trucs animés, des machins, etc. Les programmeurs 3D, donc qui des fois sont un sous-secteur du moteur, des fois non, enfin qui vont faire de la programmation sur les effets 3D, donc ce qu'on appelle des shaders par exemple, qui vont travailler sur comment on affiche les choses à l'écran, enfin tout un panel, c'est des mathématiques extrêmement complexes. Pour le coup, la partie programmation est souvent mieux payée en moyenne, parce qu'il y a beaucoup plus de débouchés dans d'autres industries que le jeu vidéo. Pour un métier, je me rends compte... Attends, si j'avais noté. Pour un métier qui est très spécifique au jeu vidéo, qui est le mien d'ailleurs, c'est game designer ou concepteur de jeu. Donc ça, on est sur la question de la conception de règles en fait de jeu, sur comment le jeu se joue, pour comment créer certaines expériences de jeu, tu vois. Si je veux créer de la peur chez le joueur, quel genre d'esthétique j'ai envie de mettre en place, quel genre de mécanique de jeu qui vont créer ça, comment je fais pour qu'ils soient en tension, enfin. Et à chaque fois, c'est ce genre de réflexion, on va avoir un peu l'objectif créatif et essayer de mettre en place les règles qui amènent le joueur à avoir cette expérience de jeu. Et du coup, il y a beaucoup d'interactions avec tous les autres corps de métier, parce qu'on va faire des spécifications, des documents pour un peu expliquer comment faire les choses, comment intégrer tout ça. Il y a aussi des sous-domaines à ce secteur-là, le narrative design, donc c'est un peu ça, mais avec des mécaniques narratives plutôt que de jeu spécifiquement. Tu vas avoir des trucs d'équilibrage, on parle d'équilibrage par exemple pour les valeurs du jeu, par exemple, ok, telle arme fait tant de dégâts, je me déplace à telle vitesse, etc. En fait, c'est des valeurs qu'on va venir ajuster, tester, ajuster, voir comment les joueurs... pour ajuster la difficulté, l'expérience, que dans un jeu où j'ai envie que le mec a peur, mais en fait il a 500 000 de vie et genre il prend pas de dégâts, tu le ressens pas parce que t'as un surhomme dans le jeu. Donc voilà, je prends des exemples très grossiers là, tu vois, mais c'est pour donner un peu cette visibilité-là. On fait beaucoup ce qu'on appelle des playtests, en fait. On met les joueurs face au jeu et on regarde comment ils jouent, ce qu'ils font pas. Donc on le note et nous on itère derrière sur ça. On a la partie son, donc on va avoir des sound designers, donc qui vont créer des sons pour le jeu, des effets sonores. Donc c'est très drôle à voir d'ailleurs, parce que souvent ils se baladent avec genre
plein de trucs différents, de matériaux, voilà, tu sais même pas trop ce que c'est, ils vont te sortir, ah oui, avec ça je fais un bruit d'arme à feu, et t'as du papier alu et genre un bout de bois, c'est en mode ok, tu vois, donc ils ont un peu ce truc-là. Dans le son, t'as les programmeurs son aussi, hein, que j'avais oublié, mais qui vont être spécialisés là-dessus, parce que comment tu reconstitues le son, enfin voilà, tu peux avoir des gros enjeux, les effets qui peuvent être liés. Dans le son, t'as la musique aussi, donc t'as tout ce qui est composition, machin, comment la programmation son va aussi réfléchir à quand est-ce qu'on joue les sons, comment, à quel degré, comment les sons se répondent entre eux. L'art, donc l'artistique, donc t'as la 2D, donc si le jeu est en 2D, bon bah ça fait sens, hein, tu vas avoir ce qu'on appelle des sprite sheets. C'est des ensembles d'images fixes qui vont peut-être genre défiler très rapidement. Donc c'est l'idée du flipbook de l'époque, pour qu'il y ait des animations en 2D. Mais ça peut aussi être du travail de concept. Donc c'est-à-dire bien en amont de la création 3D des éléments de jeu, c'est de dire ok, on aimerait que ça ressemble à ça et avoir des trucs qui projettent un peu la création. C'est ça, voilà, des trucs d'environnement, d'esthétique, d'ambiance. T'as la 3D qui peut aller de l'environnement, donc le travail sur les environnements des niveaux de jeu, etc., aux personnages, la modélisation de personnages, l'animation des 10 personnages, t'as les artistes effets, FX artistes, donc c'est les effets spéciaux, les systèmes de particules et tout ça, genre comment on fait pour représenter du feu, de la fumée, enfin tous ces trucs-là qui vont apparaître. On a toute une branche qui est les UX, c'est l'user experience, donc ça c'est plus récent dans le jeu vidéo, mais en gros c'est toute la réflexion sur l'expérience de l'utilisateur dans l'utilisation de l'interface et du jeu, et comment il manipule ça et comment il passe à travers tout ça. Donc il y a tout ce truc-là, ils bossent souvent de très près, peut-être avec des artistes spécialisés interface. On a l'écriture, dont j'en parlais plus tôt, mais l'écriture ça va de la localisation à l'écriture de dialogue, de scénario dans l'ensemble, enfin tous les pans d'écriture qui peuvent exister. Justement, on peut des fois avoir des acteurs, que ça soit des acteurs audio, donc qui vont faire du voice-over, et derrière on joue ces lignes dans le jeu par-dessus, des technologies qui permettent de répliquer les mouvements de lèvres, etc. Des acteurs mocap, je sais pas si tu vois, c'est ceux qui sont dans des sortes d'habits avec c'est des habits assez particuliers, où il y a des sortes de boules, etc., qui permettent d'identifier le point dans l'espace, et du coup derrière de reconstituer l'animation à partir de mouvements de quelqu'un. Donc on a des acteurs aussi, ça dépend des jeux, hein, clairement ça coûte cher, hein, ce genre de tech, mais il y a ça. Il y a les métiers de la production. La production, c'est nos chefs de projet, en gros, qui vont organiser, faire en sorte que tout ce beau monde se parle et arrive à fonctionner ensemble, et que les process soient corrects, d'intégration, parce que voilà, les métiers sont très interdépendants, les productions sont très indépendantes. Comment on connecte tout et comment on met tout ensemble. Comment on s'assure que il n'y a pas l'artiste qui attend le concept pendant qu'il y a le programmeur qui est en mode j'ai besoin d'intégrer machin, et que le concepteur de niveau il est là, j'ai besoin de mes objets, et en fait tu vois rien n'est dans le bon ordre, et donc c'est leur taf le taf de tout coordonner, s'assurer que tout sorte au bon moment, etc. Et en fin de chaîne, mais pas des moindres, même s'ils sont très mal considérés, c'est les QA. C'est les testeurs, en fait, les personnes qui vont tester le jeu, le pousser dans ses retranchements, voir ce qui marche pas, reporter les bugs qui sont trouvés, pour que derrière on puisse faire des passes dessus pour corriger et affiner globalement le jeu, pour s'assurer qu'il sorte dans le meilleur état possible. Ils ont toujours été très mal considérés parce que c'est facile de tester un jeu. En vérité, non. Hein. Il faut être très consciencieux. Il faut savoir aussi correctement reporter ces éléments-là, s'assurer savoir parler aux programmeurs qui vont peut-être te poser des questions. Enfin, tout un panel de compétences. Et si tu laisses passer des erreurs, on peut t'en vouloir aussi. C'est ça, voilà. Enfin, donc t'as aussi il y a une certaine pression sur ça. D'ailleurs, c'est un des seuls milieux où l'assurance qualité est mal considérée, parce que dans tous les métiers industriels, l'assurance qualité est
en général mieux payés parce qu'il y a justement ce côté de oui, si on livre une bagnole et qu'elle explose, bon à part pour Tesla, mais voilà, en général on n'a pas trop envie que ça arrive, quoi. Donc ils sont bien payés, ils font des trucs sérieux, et nous ils sont très sérieux mais ils sont pas bien payés. Et du coup ça te montre un peu tout l'écosystème de métiers qu'il peut y avoir. Je suis sûr que j'en ai oublié, c'est ça le pire. On voit que c'est très large et que c'est complexe, c'est ultra complexe, et dans certaines productions ça peut être des centaines, voire même des milliers de personnes qui vont y participer. Et du coup, qu'est-ce que ça implique niveau syndical? Oui, parce que du coup, ça doit se recouper avec d'autres secteurs. C'est pas forcément, le secteur est pas forcément très bien. Il a des contours assez flous. Après, en fait, le truc, c'est qu'il y a tellement de particularités au développement de jeux vidéo. Alors clairement, il y a des artistes qui peuvent aussi se retrouver dans d'autres industries. Pareil, dans la programmation, il y a plus de facilité à bouger. Enfin, les producteurs peuvent aussi plus facilement faire de la gestion de projet dans d'autres industries. C'est souvent beaucoup plus simple dans un sens parce que t'as plus genre 3000 métiers à coordonner. Du coup, ouais, il y en a qui peuvent ressortir on va dire de ce secteur-là. Mais en vérité, il y a beaucoup de compétences très spécifiques aux jeux vidéo quand même, qui sont pas, enfin, qui s'acquièrent, hein, bien sûr, mais du coup, ça crée un ensemble, un microcosme très particulier. Et en termes d'organisation syndicale, c'est vrai que je pense qu'en vrai, ça nous crée une sorte de culture du travail collectif, comme je disais plus tôt. Donc, dans un sens, ça le facilite, parce que du coup, les gens ont peut-être plus naturellement cette facilité-là à rentrer dans des logiques de groupe. C'est vrai que des fois, ça peut être un peu compliqué. Parce qu'il peut y avoir des distinctions assez fortes entre certains métiers, ou des relations pseudo-hiérarchiques, parce qu'en fait les producteurs, chefs de projet sont pas vraiment forcément des supérieurs hiérarchiques, mais ils ont quand même un contrôle sur ta production, donc c'est un peu le travail de contremaître. Donc ça peut aussi créer des tensions, mais des fois c'est aussi des très bons alliés et ils sont à fond dedans. Enfin, donc ça va aussi dépendre beaucoup de l'entreprise, qu'en fait chaque entreprise crée souvent des jeux différents, et du coup il y a des manières de produire ces jeux-là qui sont différentes. Tu fais pas un jeu de course de la même manière qu'un jeu de stratégie ou qu'un open world action à la Assassin's Creed, quoi. Il y a des logiques très différentes et donc des chaînes de production qui vont être très différentes, quoi. Et c'est vrai que à chaque fois je pense qu'il y a un peu ce questionnement au local, en fait, de ok, comment tout ça s'articule. Et c'est pour ça que je pense que l'implantation locale, en fait, était nécessaire. Enfin, ça coulait source, tu vois, pour nous d'avoir cette logique de la base et de partir de la base, parce que c'est impossible de deviner comment genre tel studio est organisé sans avoir des gens qui sont directement là, quoi. Et du coup, est-ce que vous avez des liens avec d'autres syndicats, à la fois dans le secteur, mais aussi dans des secteurs qui seraient proches? Dans le secteur, oui, comme je disais, il y a clairement une intersyndicale à Ubisoft. Tu as parlé de la CGT, de Solidaire. CGT, il y a Solidaire Informatique. Alors je crois qu'il y a aussi le Printemps écologique, qui est un syndicat assez jeune. Il y a peut-être la CFE-CGC aussi, qui a peut-être une ou deux sections. Okay. Après, on reste très majoritaire, hein. Il y a beaucoup de boîtes où il n'y a que nous, globalement. Après, je pense, il y a des chances que ça change dans les années qui viennent, mais on verra comment ça évolue. Après, nous, on a toujours une approche intersyndicale. On n'est pas là pour se friter avec d'autres syndicats. Notre ennemi commun, a priori, c'est le patron. Donc, c'est sur ça qu'on se concentre. Et c'est pour ça aussi qu'on parle beaucoup avec des syndicats. En dehors de notre industrie, on a pu avoir contact avec certains syndicats de cheminots, de l'édition, vraiment, j'ai pas la liste en tête parce que c'est super long, en fait. Tu as des unions locales, départementales, enfin machin, de la CGT, du Sud, on a probablement parlé à la CFDT aussi, enfin. Nous, on a une approche stratégique de tout ça aussi, tu vois. On cherche à avoir une certaine influence, une capacité d'action, et ça passe aussi en échangeant avec ces syndicats-là. Et les grandes centrales ont aussi un intérêt dans notre syndicat parce qu'ils voient un syndicat très dynamique, jeune, qui arrive à fédérer dans son secteur. Bien évidemment, ça intéresse. Et il y a clairement des syndicats qui sont venus nous voir en mode c'est quand que vous rejoignez la confête, quoi. Et du coup, pour le moment, nous, c'est des discussions qu'on a régulièrement en interne, hein, parce que clairement, on sait que peut-être un jour,
ça pourrait être intéressant, tu vois, de rejoindre une confédération, venir participer aussi à on va dire, la démocratie syndicale à un niveau encore plus grand et qui dépasse notre industrie, parce que je pense que pour beaucoup, on a une analyse quand même très matérialiste. Hein. Certes, on est un secteur qui est important et stratégique pour la France d'un point de vue culturel, mais on ne fait que des jeux vidéo. Donc il y a une limite à ça, mais même si on a un impact culturel, voilà, il y a un moment, il faut qu'on s'inscrive aussi dans la lutte des classes dans son ensemble. Et c'est pour ça que nous, on est toujours là. On avait soutenu les éboueurs en grève aussi, dans la région parisienne. En tout cas, on avait fait... on avait un camarade qui avait pris un camion et qui faisait un tour des spots, des piquets, des éboueurs. On était allé ramener du café, enfin des trucs comme ça. On essaye à chaque fois en fait de sortir de juste notre milieu pour aller vers d'autres. Et puis c'est super enrichissant aussi de voir comment les autres ont fait, de pouvoir parler de ce que nous on a réussi à faire, de ce qu'on a réussi à faire, de voir ce qui marche pas. Et des fois, on se rend compte que ce qui marche quelque part marche pas chez nous. Enfin. Oui, dans cette logique de lutte intersyndicale et globale, j'ai vu que je crois que c'est sur votre site, hein, que vous parliez vous vous inscrivez dans l'objectif de lutte pour le renversement du capitalisme. Je sais plus si on dit exactement comme ça. C'est possible. Hein, mais du coup, ça fait le lien avec ce que tu disais sur le manque total de démocratie au sein des entreprises, que c'est les patrons qui font tous les choix. C'est ça. Et quand ça marche pas, ça retombe sur les salariés. Ça, enfin, je veux dire, un de nos premiers titres de statut, c'est qu'on est contre la propriété lucrative. Voilà, on n'accepte pas les gens qui vivent de l'allocation du travail d'autrui. Nous, c'est le travail aux travailleurs. Hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. On produit la richesse, on produit les choses qui sont faites. En fait, on devrait avoir notre mot à dire, et plus que notre mot à dire si tu me demandes. Hein. On devrait décider de comment sont produits les jeux. On devrait récupérer ces bénéfices-là et décider de quoi en faire. Et comment les réinvestir, comment se les répartir entre nous. Voilà, hein, pour nous, notre patronat nous a rien apporté. Hein. Oui, on voit aussi l'importance par rapport au gain de productivité, ce qu'on disait tout à l'heure, quand il y a un progrès technique dans un domaine, plutôt que mettre des gens sur le carreau, c'est comment on réfléchit globalement pour faire évoluer le secteur, éventuellement que les gens travaillent dans d'autres secteurs. Exactement, en fait. Si on veut ça peut être que global, quoi. C'est ça. Et si on porte la réflexion au-delà de la question du jeu vidéo, parce que clairement là on rentre dans un côté qui est plus large, tu vois. Clairement, pour moi, il faut qu'il y ait une réflexion industrielle globale, tu vois, qui dépasse les secteurs individuels, qui ait une concertation sur qu'est-ce qu'on produit, comment, qui, etc. Enfin, c'est clair. C'est nécessaire, en fait, parce que sinon, on va toujours avoir ce côté où tu as des gens qui sont laissés sur le carreau, ou alors des gens qui passent leur vie à faire des métiers qui sont ingrats. Certes, tu vas en tirer, je pense, de la fierté hein, dans beaucoup de cas, mais je pense aux éboueurs par exemple, tu vois. Enfin, c'est des gens qui ont une espérance de vie lamentable, alors qu'en vrai, c'est le genre de travail qu'on pourrait faire tourner pour éviter que tu aies des gens qui fassent ça 30-40 ans de leur vie et puis qui meurent avant d'atteindre la retraite. Quoi. Ouais. Ok, merci beaucoup Noah, c'était très intéressant. Et je pense que toutes vos luttes, votre activité peut inspirer beaucoup de camarades, beaucoup de secteurs. Et puis bon courage à vous pour la suite. Merci beaucoup et merci de m'avoir accueilli. À bientôt.